Après, il y a si tu me permets, l'essai très brillant de Jean-Marie Le Gall, qui a le titre, justement, Ravenne, une défaite sans victoire. Parce que c'est sûrement la défaite de quelqu'un, Ravenne, c'est la défaite des Espagnols, non, pour le moment, non. Donc, ils abandonnent la ville, Ravenne est pillée, ils ont plus de morts, paraît-il, que les Français. Il y a sûrement quelqu'un qui a perdu. Peut-être il n'y a personne, ou c'est pas sûr si quelqu'un a gagné. Non. Donc une défaite sans victoire. Jean-Marie Le Gall, il s'interroge là sur qu'est-ce qui fait à l'époque une victoire, ou qu'est-ce qui fait d'un affrontement, donc d'un épisode d'armes, qu'est-ce qui le transforme en une victoire et qu'est-ce qui le transforme en une défaite. Parce que dans tous les cas les plus fameux, les contours ne sont pas souvent si bien dessinés. Agnadel, oui. Agnadel, c'est clair, hein, qui gagne et qui... Mais dans beaucoup d'autres cas, le résultat n'est pas si évident, non? Alors, Fornoux, 1495, lorsque Charles VIII retourne en France. Là, on ne comprend pas vraiment qui a gagné, qui a perdu, non? Parce que la Sainte Ligue, une autre, non, des princes italiens, l'armée française a passé, donc a réussi à rentrer en France. Ils ont eu beaucoup de pertes, mais ils sont passés. Et donc, qui a gagné? Qui a perdu? On ne comprend pas. À ce moment-là, le sultan, il interprète, il envoie des lettres de félicitations au marquis de Mantoue, qui était le commandant en chef de la Sainte Ligue des Italiens, pour dire vous avez tué beaucoup de seigneurs de France, compliments, non, bon, ça c'est la lecture du sultan, mais on ne sait pas vraiment qui a gagné et qui a perdu dans le cas de la fameuse bataille de Fornoux. Et encore, Ravenne, on l'a dit, non? Qui a gagné, qui a perdu? Oui, officiellement, on le sait, mais dans le concret. Alors, je me permets aussi de défier le mythe de Marignan, parce que Marignan, bon, alors c'est une grande victoire de François Ier. Ça, on le sait. Il devient par là duc de Milan, et duc de Milan, en perspective, signifiait maître de l'Italie. Personne ne savait encore que 4 ans après, Charles Ier, roi d'Espagne, serait devenu Charles Quint, en réunissant des richesses, un pouvoir tel que, comment dirais-je, l'espoir d'une hégémonie française sur l'Italie aura fin. Oui, il devient duc de Milan, il gagne à Marignan, mais le nouveau duc de Milan, qui s'appelait François Ier de Valois-Angoulême, en ce moment-là même, il perd la moitié de son duché. Parce que les Suisses, battus à Marignan, lorsqu'ils remontent vers la Suisse, ils gardent pour eux la moitié, c'est-à-dire la partie montagnarde, ils gardent pour eux la moitié de l'espace du duché de Milan. Et donc le nouveau duc de Milan, oui d'accord, il est maître de la partie meilleure, on le sait, non? Mais la moitié, et donc les cols alpins, les communications avec l'Europe centrale, à partir de ce moment-là, appartient en Suisse. Et c'est définitif, hein, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le canton Tessin. On oublie souvent que Milan est une ville de frontière. Milan est à 40 km de la frontière. Non, le centre, comment dirais-je, symbolique de l'Italie est à 40 km de la frontière, une ville frontière, depuis ce moment-là. Depuis que, à Marignan, celui qui gagne, François Ier, perd, le nouveau duc, perd la moitié de son duché. Qu'est-ce qui est donc qui définit une victoire-défaite sans condition, se demande Jean-Marie Le Gall. Bon, parfois la bataille est simplement évitée par la prudence des capitaines. Très rarement se matérialise l'idéal d'une journée prévue et délimitée comme un tournoi. L'art de mener la bataille dont parlait Hervé de Révillon au début, c'est un art rhétorique, mais dans le concret, dans la boue, et dans la poussière, les choses vont comme elles peuvent. Et encore, se retirer signifie perdre un territoire ou simplement se retrancher plus en arrière d'une façon stratégique. Ça dépend. Ça dépend là aussi de, de la durée chronologique qu'on choisit. Hein. Donc, si elle est plus large, la signification générale peut être différente, si elle est déplacée en avant ou en arrière, non. Tout dépend, une fois de plus, des limites de l'objet qu'on décide de créer. Et alors, ce sont les limites de l'objet qui très souvent permettent de dire, bon, ils sont retirés, ils ont perdu, ou non. Non, 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 au contraire. C'est une sorte de retraite stratégique qui a permis après d'autres
d'autres avancements. Les pertes aussi sont un élément à considérer pour décider si c'est une victoire ou une défaite. La mort du chef, c'est bien le cas de Ravenne. Et l'honneur perdu ou l'honneur respecté. Parce que dans le cas de Pavie, et nous attendons tous le grand livre de Jean-Marie Le Gall, mais moi j'ai eu le privilège de le lire en tapuscrit, donc je connais les secrets. Bon, dans le cas de Pavie, l'honneur du roi de France prisonnier, il est sauvegardé. Hein. Donc, et c'est son grand souci. Son grand souci, tout le long, du moment même où il est pris prisonnier, mais c'est son grand souci que, bon, la bataille est perdue, mais l'honneur n'est pas perdu. Et Charles Quint aussi est très sensible à ça, donc à respecter l'honneur de son royal prisonnier. Et encore, les objectifs qui ont été rejoints ou non, et les objectifs publics ou les objectifs secrets. Parce que ça dépend aussi de ce qu'on a déclaré avant, non? Bon, ça, nous le savons bien sûr, hein. Lorsqu'il y a les élections politiques, non, tout le monde dit après, tout le monde gagne, bon, parce qu'ils disent, bon, on l'avait prévu, bon, notre but était, dans des conditions défavorables, de diminuer les pertes, enfin, c'est un peu ça, non, la stratégie. Et donc, à cause de tout ça, la conclusion de Jean-Marie Le Gall, et de tout ça, et de beaucoup d'autres arguments, la conclusion de Jean-Marie Le Gall est qu'à Ravenne, les Espagnols perdent, et ça c'est sûr. Ou presque sûr, parce qu'ils le gardent. Mais les Français, sûrement, ne gagnent pas. Après, il y a une contribution de Lucio Biasori. Lucio Biasori, bon, il a repris dans tous les passages de Machiavel sur la guerre d'Italie, et alors un peu, en passant en examen les passages de Machiavel qui ont bâti une sorte de sens commun historiographique. Non? Malgré tout, on n'est pas entièrement émancipé encore aujourd'hui des interprétations de Machiavel. Ce n'est pas obligatoire, hein, c'est un génie, donc on peut même rester tributaire de ces interprétations. Il est bien possible qu'il y en a d'autres. Par exemple, la grandeur des forces du roi de France, le véritable choc pour les États italiens. Donc, ils se sont trouvés devant des armées qu'aucun d'eux n'était capable d'organiser. Non, le nombre de chevaux, le nombre de canons, non. Donc le choc sur l'Italie dû à la disproportion des forces, les dimensions, la grandeur. Mais il avait prévu, hein, Machiavel, lorsqu'il était allé ambassadeur en France pour la seigneurie de Florence, il avait dit, bon là il y a des dimensions, l'espace, les fleuves. Il disait, il suffit de regarder les fleuves pour comprendre la différence d'échelle entre la France et les États italiens. Et encore, l'impossibilité des Italiens de faire des Italiens. Je dis ça rapidement, mais je devrais dire chaque fois des princes italiens, des républiques italiennes, de faire face à un tel défi, parce que toute unité était empêchée par la présence de la papauté. Non, la papauté qui, selon la formule de Machiavel, n'a pas été capable de unifier politiquement l'Italie, mais elle a été capable d'empêcher à n'importe quel autre de le faire. Non. Donc, c'est l'une des lectures de la fonction de la papauté par rapport à une possible unité des forces des États italiens. Il a dit ça, Machiavel, dans une époque, oui, il n'y avait pas de nationalisme, il n'y avait aucun risorgimento national en vue. Hein. C'était vraiment une lecture des événements qui n'était pas finalisée à renaissance, un risorgimento national. Ce problème ne se posait pas à ce moment-là. Et encore, Machiavelli, non, son insistance sur l'inconstance des Français, qui sont capables de gagner toutes les batailles, mais ils perdent les guerres et les conquêtes. Non, ça c'était une sorte de sens commun de l'époque. Vous voyez, ils gagnent les batailles, toutes. Dans cette phase, non, avant Pavie, bien sûr, non. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Ils perdent tout le temps les conquêtes, les espaces pris, et la guerre finalement. Non, tant de forces, Naples n'est toujours pas français, Milan n'est toujours pas français, non. Donc, et là, il y avait l'interprétation psychologique de Machiavel, l'inconstance, la volubilité, voilà. Quant aux aspects strictement militaires, c'en est plus difficile à déchiffrer parce qu'il n'y a pas de récit fiable. Christine Shaw s'occupe davantage dans le livre là, du pillage de la ville. Non? Alors, les habitants de Ravenne, le soir même, ils avaient négocié, grâce au duc de Ferrare,
qui était allié du roi de France, mais enfin, c'était quelqu'un qui avait des propriétés, même lui aussi, dans la tour de Ravenne. Ils avaient négocié avec les Français, ils auraient payé une rançon en or, bien sûr, à condition que la ville ne soit pas pillée. Mais les canons du duc de Ferrare, justement, avaient fait une large brèche. Là, il y avait les Gascons en dehors, comme je vous avais dit, les habitants de Ravenne, en signe d'amitié, leur donnaient du vin à travers la brèche. Les Gascons ont bu un peu trop, ils ont eu envie de faire ce qu'il fallait pas faire. Bon, alors là, il y a eu cette dramatique histoire du pillage de la ville. Jonathan Dumont et les marchandises, ils sont occupés de la mort et des funérailles de Gaston de Foix. Parce que là, c'était l'une des funérailles les plus comment dirais-je, les plus grandioses de l'époque. Le cortège funèbre est un véritable cortège funèbre qui est allé de Ravenne à Milan. 300 km de cortège funèbre, comparable aux cortèges funèbres médiévaux des rois de France lorsqu'ils mouraient loin, et pas un voyage, après on fera le funérail à Milan, un cortège funèbre avec la présence de la feinte, non, comment dire, c'est-à-dire l'effigie, mais on dit la feinte aussi, hein? Oui. De l'effigie qui, dans ce cas, était une effigie animée. Donc il y avait un personnage un personnage habillé, j'avais un petit peu d'eau, je ne sais pas, j'ai de perdre ma voix, pardon, mais tu ne dois pas descendre au café, j'espère. Non, je voulais voir. Une effigie animée, habillée avec les armures de Gaston de Foix, et qui marchait avant le cercueil. Donc une véritable double funéraille, des véritables doubles funérailles à la royale. Double funéraille royale comme pour un roi, donc ça c'était pas si fréquent. Et donc aussi ça, ces doubles funérailles triomphales de Gaston de Foix ont contribué à la construction positive du résultat. Donc alors, c'est lui qui a gagné. Alors les Français ont gagné. Non. Donc la construction discursive suivante se fonde aussi sur la ritualité de ces immenses funérailles, de ces immenses convois funèbres de Ravenne jusqu'à Milan. Le futur, alors il y a Noémie Roubel, qui est l'une de mes élèves, elle s'est occupée de la prisonnier du cardinal Jean de Médicis, qui a été pris prisonnier par les Français là. Mais c'est le futur pape Léon X, c'est celui qui négociera après Agnadel, après Marignan, dans le sommet de Bologne, il négociera la nouvelle géographie d'Italie suite à Marignan. Merci. Les représentations. Alors, au début, dans ce... non, c'est vous qui parliez de brutalisation de la guerre, non, le début, pardon. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avant le coup, quelqu'un avait vu que quelque chose de nouveau se préparait. C'est le poète chevaleresque italien Matteo Maria Boiardo, auteur de Orlando Innamorato. Alors, comment on dit en français? Roland amoureux, on le dit en français, oui. Non? Alors, le plus fameux, c'est l'Arioste, et là, c'est le Roland furieux. Mais la génération avant, Matteo Maria Boiardo, le Roland amoureux, alors, il finit d'écrire justement au mois de novembre de 1494. C'est-à-dire lorsque Charles VIII passe les Alpes pour venir en Italie. Et les derniers vers, vraiment, le poème est laissé inachevé. Il dit « Inutile que je continue. Je vedo la Italia tutta a fiamma e fuoco per questi galli. Je vois l'Italie tout entière à flamme et feu à cause de ces Gaulois. » Donc, Gaulois, enfin français. Alors, là, c'est quoi? C'est une prophétie, c'est quoi, non? C'est-à-dire, il s'est rendu compte immédiatement qu'il y avait, les événements avaient pris une différence d'échelle. Que quelque chose de nouveau se passait. Laissons de côté, bon, les Gaulois, non, mais que quelque chose de nouveau, qu'une brutalisation se préparait. C'est ce qu'il dit.
alors je n'écris plus mon poème. Les choses changent. L'Italie, elle est mise à faire feu. Donc la brutalisation, la guerre change de dimension. Là, ça a été étudié par Tina Matarese. Juana Barreto, la bataille de Ravenna des arts, donc les modèles épiques et la modernisation du regard lors des quelques cycles de fresques sur qui construisent la mémoire encore. Ottavia Niccoli, les gravures populaires et les plaquettes qui ont reproduit des lettres, des récits de Barcarolle, parce que les gens aussi, c'était sur la côte, la ville était à l'époque beaucoup plus près de la mer qu'aujourd'hui. Alors des Barcarolle qui voyaient des lumières ou qui sentaient la puanteur des morts. Si le vent poussait vers la direction de la mer. De Barcarolle. Et aussi les temps de transmission de l'information de la nouvelle. Donc, combien de jours la nouvelle a mis pour arriver à Venise, pour arriver à Rome, pour arriver à Milan. On entrevoit là déjà un marché de consommation culturelle de la guerre. D'ailleurs, l'imprimerie offre une possibilité nouvelle de construction et de légitimation aussi de carrière et de mythes personnels de guerriers et de condottieri. Récits érudits, récits populaires, chansons, construction de monuments célébratifs en marbre. À travers tout ça, une véritable taxonomie de la mémoire collective devient possible, affirme Ottavia Niccoli, pour distinguer les différents niveaux d'élaboration de la bataille comme un lieu de mémoire, au croisement de différentes traditions discursives, le haut, le bas, le cultivé et le populaire, l'écrit et l'iconographique. Et encore, Laurent Wissière, qui enseigne de l'autre côté du mur, il a trouvé un matériel inédit très, très intéressant, c'est-à-dire 12 lettres inédites sur la campagne d'Italie, écrites par Gaston de Foix, dans les années 1511-1512, inédites. 8 étaient conservées à la BN et 4 aux archives de Mantoue. La plupart adressés à Louis XII, Monsieur Gonzague, et un à la Diète de Zurich, c'est-à-dire aux Suisses. Et là, Laurent Wissière, il a vraiment, il s'est posé le problème de l'art épistolaire, parce qu'évidemment, c'était pas Gaston de Foix lui-même qui écrivait, mais il contrôlait, il signait finalement. Dans l'art épistolaire, un art de diriger les armées, des vues politiques et stratégiques qui sont exprimées là, et aussi le temps de transmission des nouvelles entre la France et l'Italie, parce que n'oublions pas qu'à l'époque, il n'y avait aucune route carrossable entre l'Italie et la France. Pour passer les Alpes, il fallait, à un certain moment, prendre un mulet dans la bonne saison, parce qu'en hiver, il fallait passer par la mer, par Marseille, non ? Prendre un mulet et traverser les Alpes comme on pouvait. Donc, il y avait des temps qui étaient... Mais malgré tout, à l'époque, suivant d'autres témoignages de l'arrivée de ces lettres à Louis XII, on se rend compte que les postes militaires les courriers, non, entre l'Italie et la France, à cette époque-là, étaient très bien organisés et qu'une lettre pouvait mettre seulement 8 jours pour arriver de l'Italie du Nord à Paris. Donc, c'est quelque chose... Et si la cour était à Lyon, c'était plus court, bien entendu, non ? Donc, ce sont des performances remarquables. Après, encore, finalement, il y a une quatrième partie sur comment une ville pillée réussit à survivre, l'après le pillage, la vie économique, l'évolution foncière et tout ça. Pour conclure, il y a le 5e point que je me suis proposé d'aborder un peu. Pourquoi n'a-t-il pas marché à l'époque entre la France et les Italiens ? Et l'idée de me poser cette question est venue d'un petit épisode raconté par Paolo Giovio, je crois qu'en français on dit Paul Giove, non ? Paolo Giovio, Paul Giove. Alors il raconte, alors là aussi il raconte, lui, comme toujours, comme c'est pas une source, c'est comme Machiavel, comme Guichardin. Et il dit que pendant la bataille, le duc de Ferrare était en train de faire pointer ses canons. Le duc de Ferrare était un grand allié, le principal allié, mais vraiment stratégique, une génération après l'autre, un duc après l'autre. Le fils de ce duc-là, il mariera René de Valois, la fille de Louis XII, donc vraiment c'était une alliance de fer. Pendant que le duc de Ferrare faisait pointer ses canons, ses subordonnés lui dirent qu'en tirant comme ça, il aurait frappé sans distinction aussi bien
les ennemis espagnols que les alliés français. Alphonse d'Este, le duc, aurait répondu « Tirez sans crainte de vous tromper, ce sont tous nos ennemis ». Ceci dit par un allié, je vous assure, stratégique, une alliance qui a duré un siècle et demi. Et alors, il y a les armes, il y a la politique. En Italie, on publiait des livres, Guerre orrende d'Italia, en commençant par la venue du roi Charles. Plus tard, l'inquisiteur de Plaisance, Umberto Locati, publie un livre encore, Italia travagliata, l'Italie affligée. Et les afflictions de l'Italie seraient commencées justement lors de l'arrivée. Donc il y avait une sorte de mémoire, mais ça c'est plus tard, donc, qui identifiait en l'arrivée des Français la fin d'une époque de l'or de l'Italie. Bien sûr, a posteriori, on peut toujours dire que hier c'était toujours mieux qu'aujourd'hui. Mais à part les armes, à part la politique, une sorte de véritable intolérance réciproque se manifesta vite. Une intolérance qui relève de l'anthropologie profonde des peuples et qui s'instaura vite au niveau du quotidien. Avant, on parlait de, comment dirais-je, lorsque Cortés et les Aztèques, non? Alors, un sillon anthropologique profond qui empêchait vraiment de comprendre comment on se conduisait, comment l'autre se conduisait. Bien entendu, entre les Français et les Italiens, on n'était pas à ce niveau-là, non, de altérité anthropologique, non. On partageait, les deux peuples partageaient une large partie de leur culture, de la religion, tout ça. Mais quelque chose de profond, comme sorte d'intolérance réciproque, qui relève de l'anthropologie profonde, se manifesta rapidement. Dès l'arrivée de Charles VIII. Il y a des aspects qui sont les plus connus. Non, en Italie, on parlait de la furia gallica, la rage française. Mais quelque chose de moins connu et que j'ai cru identifier est l'idée qui était courante en Italie immédiatement que les Français étaient sales. Alors, je crois que là, c'est un petit détail, un détail, qu'on peut assumer comme révélateur, comme il arrive souvent pour les détails. Non, les détails, Carl Higgins va nous enseigner que le petit détail, parfois, il ouvre, c'est comme on dit sur les portes blindées, il y a un petit trou pour regarder. Comment on dit? Voilà, enfin, c'est ça. L'accuse de saleté. Un tout petit dossier. En 1495, lorsque Charles VIII arriva à Rome, lui et son entourage, ils logeaient dans le palais de Saint-Marc, qui aujourd'hui s'appelle Palazzo Venezia, palais de Venise, sur la Piazza Venezia. Selon le maître de cérémonie pontificale, Johannes Burckhardt, il dit « Les salles où habitaient les Français et la cour du roi étaient pleines de paille et les paillasses ne se nettoyaient jamais. Des bougies de suif étaient attachées partout, aux portes comme aux cheminées. Et les merveilleux globes et tout objet de luxe et meubles étaient traités comme si on était dans une porcherie. » Non, à la lettre, il dit ça. Ça, c'est une salle qui n'est pas dévouée à l'amitié franco-italienne parce que malheureusement, de son balcon, de cette salle justement là, le malheureux jour du 10 mai 1940, Mussolini annonça au peuple la déclaration de guerre. C'est justement de cette salle-là, non? Donc, il faudrait plutôt la faire bénir, cette salle. Entre-temps, les habitants de Pouille, royaume de Naples, demandaient à Venise de les prendre sous leur protection, avec des arguments que Marine Sanudo, le chroniqueur, il résumait ainsi. Alors, ils écrivent à Venise, disent qu'ils auraient appelé les Turcs pourvu de n'avoir les Français. Des gens paresseux, débauchés et sales. Alors, deux autres accusations, mais la saleté qui retourne. Et là, écoutez, appelez les Turcs, non? Je vous ai dit que, enfin, j'ai un peu ça dans la tête. Mais là, ce sont la Pouille, donc les habitants de Pouille encore souffraient le souvenir tout récent de la conquête turque de la ville d'Otrante. En 1480-91, les Turcs ont été maîtres pendant 1 an et demi de la ville d'Otrante, dans les Pouilles. La cathédrale d'Otrante est la seule cathédrale de l'Europe occidentale qui a été mosquée
Pendant un siècle et demi. Sur le clocher de la cathédrale de Otrante, on a chanté les louanges d'Allah pendant un siècle et demi, une année et demie. Donc, alors, les habitants de cette région, malgré ces souvenirs qui étaient vieux de 13 ans, ils écrivent à Venise plutôt que les Français, mais les Turcs. Et encore. Ensuite, à Bologne, en 1515, lors du sommet entre Léon X et François Ier, on retrouve les mêmes témoignages. Témoignages, je ne dis pas que c'est la vérité. Hein. Je dis que c'est des témoignages, non? Donc, c'est des représentations, des façons de voir. Je suis enrôlé à aucune armée, à aucun parti, hein, je vous assure. Donc, les mêmes témoignages. Les chambres où logeaient certains prélats français de premier ordre étaient envahis de chaume et de paille. Comme s'en plaignait, de nouveau, le cérémonier du pape, qui est un autre, était Paris de Grâce, Paris de Grâce. Comment on dit en français Paris de Grâce? Paris de Grâce. Bon, Paris de Grâce. En tout cas, il était italien, celui-là, on peut l'appeler comme ça. Donc, parmi les stéréotypes nés avec les guerres d'Italie, l'accusation de saleté envers les Français faisait donc fureur. Et cette représentation, on pourrait élargir le dossier. Quelque chose nous dit, il faut la déchiffrer, il faut comprendre. Mais quoi dire encore du roi Charles VIII personnellement? Selon l'humaniste napolitain Gioviano Pontano, il était, le roi de France, ore et capite et totius statu corporis monstruosus. Il était monstrueux de sa gueule, je disais. Enfin, oui, il aurait pu dire sa gueule, il aurait pu dire ore, hein, et de sa tête et de tout son corps, monstrueux. Selon Guichardin, il était bruttissimo, très laid. Et encore, continue le Guichardin. Dépouillé de presque tous les dons de la nature et de l'âme, il paraissait plus semblable à un monstre qu'à un homme. Hein? Parole de Guichardin. Pareva più simile a mostro che a uomo. Et en plus, il était myope, épileptique, gauchement habillé. Immédiatement, en Italie se répandirent des caricatures, des calembours populaires à propos de Charles VIII. Il avait une petite taille, paraît-il, et on l'appelait Carlo Petito. Alors, Petito n'existe pas, un mot qui n'existe pas en italien, non, petit, non? Alors, Carlo Petito, par sa courte taille, ou bien piede storto, pied tordu, à cause du fait qu'il avait des pieds, paraît-il, parfaits, avec peut-être, on disait qu'il avait une forme de polydactylie, donc il avait 6 doigts dans les pieds. C'est quelque chose qui arrive. Et à propos des Turcs, qui seraient mieux des Français, les mêmes choses que les habitants des Pouilles, ou que le duc de Milan, qui a écrit, vous le savez, non, au sultan, le pensait un autre protagoniste de l'époque, le roi de Naples Frédéric Ier d'Aragon. En 1500, il était menacé par Louis XII, qui toujours disait Milan, mais après peut-être Naples. Alors il déclara carrément, Frédéric Ier d'Aragon, roi de Naples, « Nous préférons les Turcs aux Français, parce que les Turcs nous laissent chez nous, en payant leur tribut, d'accord, mais non les Français. » L'affirmation est une synthèse en temps réel de la notion discutée de tolérance ottomane. Non, les Turcs nous laissent chez nous, en payant le tribut. Les Français ne sont pas comme ça. Mais après, disons que Louis XII n'est pas arrivé jusqu'à Naples, le sultan n'a pas débarqué en Italie, et la tolérance ottomane n'a pas mis à la preuve en Italie. Mieux comme ça, je me permets de dire. Dans l'histoire des perceptions réciproques entre les Italiens et les Français, qui est une histoire d'enrichissement et de malentendus, les périodes de guerre d'Italie doivent donc être considérées comme la couveuse majeure, parce que là se vérifièrent des contacts directs et de masse. Non, pas des fantasmes, quelque chose de direct de masse. Et donc on l'a vu, les Français furent perçus entre autres, on le sait très bien ça, comme furieux et arrogants, mais là on en a rajouté la saleté. Et les Italiens, entre autres, là il y a un dossier, hein, déloyaux, lâches, s'adonnant à la sodomie, esclaves de tyrans, dépourvus de vertu militaire, traîtres et tout ça, non? Terre d'embûche, l'Italie, telle à produire l'échec de cette idéologie d'assimilation franco-italienne qui avait fleuri dans les premières phases de la guerre et qui était étudiée justement par Jonathan Dumont. L'important est en tout ça de ne pas appeler en cause une supposée détermination géographique ou linguistique.
parce que les Alpes, mais il existait le duché de Savoie, on oublie, non? Le duché de Savoie, ça a resté 7 siècles, 8 siècles. C'était un chevalier des Alpes, moitié francophone, moitié italophone. Le duc habitait quelques siècles à Chambéry et les Piémontais obéissaient. Après, il est passé à Turin et les Savoyards obéissaient. Ça a marché très bien, assez bien, jusqu'en 1860, lorsqu'il y a eu... Mais enfin, la Savoie est devenue française à la suite d'un traité international, pas parce qu'elle s'est révoltée, parce qu'elle a trouvé qu'elle ne voulait pas recevoir des ordres de Turin par une cour qui s'est italianisée. Les communications entre Turin et Chambéry, 4 mois par an, étaient coupées, donc 3 mois par an. Et cette drôle de construction étatique, elle résistait. Donc, bon, ce n'est pas les Alpes le responsable de cet échec franco-italien, ni la langue, parce que encore la Savoie, il y avait les 2 langues, la cour parlait l'une et l'autre. Et donc, d'accord, bataille gagnée perdue, ou bataille ambiguë. D'accord, bien entendu, l'avènement de Charles Quint, qui, à partir de 1509, mit une disproportion, donc la France, peu à peu, dut renoncer à l'Italie. Mais finalement, à la base du tout, c'est la rencontre des 2 peuples qui a fait faillite. En creusant un sillon momentané, d'accord, mais qui a déterminé la suite de l'évolution historique de l'Europe entière. Parce que parfois, j'aime m'amuser un peu avec l'histoire contrefactuelle, mais imaginez qu'est-ce qui aurait été quelque chose né de la fusion des États italiens et de la France, non, la force économique, militaire, spirituelle, culturelle, on n'arrive même pas à imaginer. Mais ceci ne s'est pas vérifié. Mais d'ailleurs, que pouvait-on attendre de 2 peuples qui, face à l'apparition du nouveau terrible fléau que ce fut la syphilis, ils trouvèrent la solution linguistique en s'empressant à baptiser la syphilis. Du côté italien, on l'appelait morbo gallico ou mal francese. Et du côté français, maladie italienne ou maladie napolitaine. Que faire devant un tel méchant jeu de miroir qui accompagna la phase de guerre d'Italie que nous avons étudiée cet après-midi? Que faire? Rien. C'est comme ça. Merci.